Vous écoutez l'affaire Clearstream, 11e partie. L'affaire Clearstream se tisse maintenant depuis plus d'1 an, dans le secret de quelques hommes. Jean-Louis Gergorin et Dominique de Villepin, sous l'emprise des fausses révélations d'Imad Laoud, vont maintenant la faire sortir du cercle très fermé dans lequel elle s'est développée jusque-là. Ils sont convaincus qu'il faut porter le dossier devant un juge d'instruction. Fin mars 2004, Jean-Pierre Raffarin vient de nommer un nouveau gouvernement. Dominique de Villepin obtient le ministère de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy abandonne la place Beauvau et le contrôle des services de renseignement. Il rejoint le ministère de l'Économie et des Finances, loin des affaires secrètes. La question essentielle pour Jean-Louis Gergorin, c'est vers quel juge d'instruction se tourner. Dominique de Villepin l'a toujours démenti, mais Jean-Louis Gergorin affirme que c'est dans son bureau qu'ils évoquent la question. Sur le juge, j'en ai parlé devant Dominique de Villepin. Le cœur de cette affaire, c'était l'affaire des frégates, et donc c'était le juge Van Rymbeck. Jean-Louis Gergorin, ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. Et le juge Van Rymbeck, qui était saisi d'une information sur le contrat de frégate de Taïwan. Celui que le pouvoir a surnommé le juge rouge a traité les plus grandes affaires de financement politique occulte, qu'il s'agisse du RPR, du PS ou encore du Parti républicain. Déjà à la fin des années 70, il est en charge de l'affaire Boulin. Au début des années 90, il traite l'affaire Urbac-Raco pour le PS, puis l'affaire Longuet pour le Parti républicain sous le gouvernement Balladur. Dans la foulée, c'est l'affaire Elf, tentaculaire histoire de corruption impliquant toute la classe politique et les grands patrons du monde pétrolier. À la fin des années 90, signataire de l'appel de Genève aux côtés de Denis Robert, il devient aux yeux des Français le symbole du combat des juges européens contre les réseaux de blanchiment d'argent sale. Début 2000, le juge Van Rymbeck rejoint le pôle financier où il va rapidement s'atteler au dossier le plus explosif du moment, l'affaire des frégates de Taïwan. Le choix du juge est une chose, le mode opératoire en est une autre. Gergorin est parfaitement conscient qu'au moment où le juge sera saisi, toute l'affaire lui échappera. Jean-Louis Gergorin se tourne d'abord vers un jeune avocat, Maître Thibault de Montbrial. En avril 2004, M. Gergorin vient me voir. Il sait que je suis en très bon terme avec le juge Van Rymbeck et il sait que le juge Van Rymbeck est bloqué dans son enquête sur les frégates de Taïwan, notamment par le secret défense. Et il vient me dire, en sachant que je suis aussi dans cette optique parce que je suis l'avocat de la veuve du capitaine Yin, il faut que tu ailles le voir tout de suite, il faut que tu lui dises qu'il faut que je le rencontre, que c'est très sensible, qu'il faut faire très attention, mais que je sais où est l'argent des frégates. Et quand on entend « je sais où est l'argent des frégates » et qu'on est en 2004, en plein dans ce contexte de l'époque de secrets, de paranoïa, de morts suspectes, etc., et de dossiers judiciairement bloqués par le secret défense, ben évidemment, il savait en venant me dire ça à moi que le juge Van Rymbeck n'aurait qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Alors, je sais bien que c'est pas très glorieux, peut-être, mais honnêtement, j'avais une vraie peur physique, compte tenu de l'affaire des frégates et du nombre de morts qu'il y a eu dans cette affaire. Et évidemment la mort de Jean-Luc Lagardère, ne l'oubliez pas, dont j'étais convaincu à l'époque qu'elle n'était pas naturelle. Tout ceci influençait un petit peu ce que je pensais. Donc je me suis dit que je devais prendre des précautions. Et c'est pour cela que j'ai demandé à voir, en dehors de son cabinet, et avec une protection de mon identité, le juge Van Rymbeck. La confiance de Gergorin en son super informateur qu'est Laoud est telle qu'il lui confie la création d'un organe névralgique pour le groupe EADS, le service chargé de la sécurité informatique du centre de recherche. Et comme Laoud est son homme de confiance, Gergorin lui demande de mettre au point un système de communication par téléphone portable et boîte mail ultra protégé. Jean-Louis Gergorin était complètement parano sur les écoutes téléphoniques, sur les filatures. Imad Laoud, homme d'affaires accusé au sein de l'affaire Clearstream. Il m'avait dit, montez-moi un réseau sécurisé où un groupe de personnes peuvent communiquer sans être interceptées, ni par la police judiciaire, ni par les services de renseignement.
J'ai créé en fait un circuit fermé, c'est-à-dire que j'ai créé une dizaine ou une douzaine de BlackBerry, d'accord, si vous savez le petit terminal, mais qui ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. C'est-à-dire, pour pouvoir communiquer avec l'une des personnes de ce réseau, il faut que son numéro... Quasiment soit autorisé. Mais vous avez connaissance de Moi, je l'ensemble des savais, numéros. oui, je ne savais pas qui étaient les détenteurs, le détenteur final de chacun des terminaux, mais je savais combien il y en avait. C'est moi qui gérais le serveur et donc je voyais tous les mails passer. Vous avez finalement accès à tous les échanges entre les différents Protagonistes, on va dire. protagonistes. C'est ça, voilà. Chacun des protagonistes aura un nom de code. Celui remis à l'assistante de Dominique de Villepin sera Madrid. Celui de Gergorin sera Londres. Celui de Thibaut de Montbrial, Paris. Celui du général Rondeau, Amsterdam. Et celui de Laoud, Bruxelles. Jean-Louis Gergorin est maintenant convaincu qu'il peut aller voir le juge. Donc vous voyez à 3 reprises, et là en fait Jean-Louis Gergorin dénonce auprès de Van Ruymbeck l'existence d'un système de corruption international qui permettrait au juge d'avancer dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan. Pour schématiser, la première réunion, M. Van Ruymbeck teste M. Gergorin pour voir à quel point il est crédible. Maître Thibaut de Montbrial, avocat. Deuxième rencontre, M. Van Ruymbeck a l'air d'être rassuré sur le crédit de M. Gergorin et sur la fiabilité de sa source. Et à ce moment-là, ils engagent une discussion qui est plus pragmatique sur le thème jusqu'où est-ce que vous allez pouvoir m'apporter des éléments. Et la troisième réunion, qui est beaucoup plus courte, c'est comment faire parvenir ces éléments dans la procédure. Sans transmission officielle des informations révélées par Gergorin, le juge ne peut les exploiter. Van Ruymbeck propose donc au stratège de ADS de témoigner sous X. Mais Gergorin refuse. Il ne veut pas voir son nom ajouté aux morts des frégates. Comment faire ? Gergorin décide d'envoyer une lettre anonyme au juge, ce qui permettra à Van Ruymbeck de verser officiellement les éléments au dossier d'instruction et donc de lancer, en totale conformité avec le Code de procédure pénale, toutes les perquisitions et les commissions rogatoires qu'il juge nécessaires. Quelques jours plus tard, il est venu à mon bureau et il m'a remis une enveloppe fermée dont je ne connaissais pas le contenu, et il m'a dit il faut que tu portes ce courrier à notre ami et que tu t'assures personnellement qu'il l'a bien reçu. Et c'est ce que j'ai fait, et c'était la première lettre. La première lettre du corbeau. Monsieur le juge, je vous écris pour vous informer de l'existence d'un groupe mafieux comprenant au moins 2 personnes auxquelles vous vous intéressez et qui commence à étendre en France des méthodes de corruption et de prédation qui ont fait tant de mal à la Russie dans les années 90. En 1989, un ancien officier taïwanais, Wang Changpu, correspondant de longue date de la CIA, mais surtout dirigeant d'une importante triade et un des principaux intermédiaires pour les achats d'armes de Lille, a ouvert les comptes suivants. En 1992, il introduit dans le système Alain Gomez, président de Thomson CSF, en lui ouvrant un compte du même type chez Clearstream, et le lui crédite de $1 million américains. Il y a beaucoup de choses que je regrette dans cette affaire, et j'ai fait beaucoup d'erreurs dont je pense que dans cette affaire, mais celle-là, c'est certainement la dernière et une des plus grandes erreurs, c'est d'avoir écrit cette lettre, si vous voulez. Jean-Louis Gergorin regrette cette première lettre, et pour cause. Quelques mois plus tard, les conséquences pour lui sont dramatiques. Il est devenu le corbeau, celui par qui la calomnie arrive. Il va être considéré comme le cerveau de la falsification. Pourtant, pour le juge Van Ruymbeck, cette démarche prouve tout autre chose. On a le sentiment, donc, en tout cas, je voudrais savoir le vôtre, que en fait Gergorin, s'il envoie, c'est qu'il y croit, lui. Pierre Péon, journaliste. Sans ça, il ne l'envoie pas, ce serait suicidaire. Enfin, ce serait. Oui. Donc, j'ai la conviction qu'il y croit. Oui, d'autant qu'il se présente à moi. Ouais. Renaud Van Ruymbeck, juge d'instruction au pôle financier. Il aurait pu envoyer des lettres Exactement. totalement anonymes. Absolument. Il exige de me rencontrer.
c'est je ne peux pas suspecter sa mauvaise foi, vu la position sociale qu'il occupe. Absolument. Le juge Van Ruymbeck va agir vite. Il organise une interpellation à Toulouse chez EADS. C'est le jour de l'inauguration du hall d'assemblage de l'A380. Le numéro 2 d'Airbus, qui figure dans les listings falsifiés, est placé en garde à vue. Au même moment, les premières commissions rogatoires arrivent sur le bureau d'un juge d'instruction luxembourgeois. L'objectif, vérifier les soi-disant comptes domiciliés chez Clearstream. La chambre de compensation Clearstream subit ce qui lui paraît être une nouvelle agression venue de France, 3 ans après le livre de Denis Robert contre lequel elle a engagé de multiples procédures judiciaires. Maintenant que l'affaire est dans les mains de la justice, Laoud sait qu'il va perdre la main. Au rythme où va le juge, l'imposture va rapidement être démasquée. Il lui faut réagir vite, inventer quelque chose. Imad Laoud dit depuis la perquisition du 5 mai, je ne peux plus pénétrer Clearstream. Tous mes outils de pénétration informatique sont bloqués. Ils ont mis des pare-feux informatiques. Vous renforçant ainsi dans votre conviction. Oui. L'information est évidemment fausse. Mais Gergorin y croit. Laoud se protège. Mais quelque chose dérape. Quelque chose, dans les jours qui suivent, conduit Imad Laoud à changer de stratégie. Il se met de nouveau en danger, revient à la charge et décide de mettre le feu à la République. Mi-mai, vers le 14 ou 15 mai, je me souviens, c'était au lendemain d'un week-end, il dit ce week-end, il me dit, et il dit à Rondeau, j'ai réussi à repénétrer dans Clearstream et qu'il avait une grande nouvelle à annoncer. C'est que Clearstream avait fermé massivement des comptes. 895 comptes avaient été fermés en bloc. Mi-juin 2004, une nouvelle lettre arrive sur le bureau du juge. Monsieur le juge, je vous écris à nouveau. Avec vos collègues luxembourgeois et suisses, vous avez agi avec célérité et efficacité, provoquant stupeur et panique chez les crapules à Luxembourg. Le système de défense s'est néanmoins rapidement mis en place. La direction de Clearstream, pour se couvrir vis-à-vis de ses actionnaires allemands, a organisé l'exode des crapules. 895 comptes non publiés ont été fermés en bloc le 12 mai 2004. Les soldes considérables correspondants étant transférés à des paradis fiscaux classiques. Je vous souhaite, à vous et à vos collègues européens, bonne chance pour nettoyer ces eaux qui ne sont plus très claires. Et là, pour vous dire, j'étais quand même dans mon univers. Je ne me rendais absolument pas compte que par rapport à la première lettre que j'avais envoyée, qui ne concernait que le réseau des frégates, là, dans ces 895 comptes, il y avait notamment Boxa Energy. Et donc, forcément, l'affaire allait exploser. Que s'est-il passé ? Pourquoi Laoud a-t-il relancé la machine et précipité entre les mains du juge les comptes falsifiés qui évoquent, en plus de l'affaire des frégates, les contrats d'armement signés sous Balladur, mais aussi l'Angola Gate, bref, les grandes affaires de financement politique des 20 dernières années. Pour le général Rondeau, comme pour Dominique de Villepin, un doute plane. Comme l'indique le jugement du procès, Jean-Louis Gergorin reçoit un message attribué au BlackBerry Madrid, celui de Villepin. Un message qui dit que s'il y avait eu manipulation, tout cela finirait mal. Les BlackBerry, justement, le fameux réseau téléphonique secret censé protéger Gergorin, Rondeau, Villepin et Montbrial. Ces BlackBerry dont seul Laoud contrôle le serveur central. Gergorin croit connaître tous les protagonistes qui possèdent un BlackBerry de ce réseau. Mais il se trompe. Imad Laoud lui cache un secret crucial. Il existe un BlackBerry du réseau dont Gergorin ne connaît pas l'existence. Imad l'a remis à un homme qui jusque-là n'était pas censé être dans le secret de l'affaire Clearstream. Un homme que seul Laoud connaît. Cet homme, c'est François Casanova, un officier des renseignements généraux. Qui est-il ?
Revenons encore une fois à un jour d'octobre 2002. Peut-être qu'il y a une période sur laquelle on pourrait revenir. C'est les 107 jours de détention que vous avez fait à la 108, santé. hein. 108 jours, pardon. Absolument. Je sors le 7 octobre 2002. Tout est détruit, professionnellement. Je n'ai plus rien. Mais vous-même, vous avez vécu des moments particuliers en Oui. détention. Je pense notamment à l'histoire avec Belkacem. Oui, alors bon, ça a été un peu moqué, raillé. C'est quoi cette histoire? Eh bien, écoutez, j'étais à la division D de la maison d'arrêt de la santé. Il y avait Smaïn Ait Ali Belkacem qui était là, qui était détenu en attente d'être jugé pour les bombes dans le RER voilà, à Saint-Michel, un ancien du GIA. Et il était dans ma division. Et dans ma division, voilà, il y avait toute une série de types fichés au grand banditisme. Et on vous oblige à les fréquenter, parce que dans la cour de promenade, vous êtes obligé de marcher avec eux. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve à marcher à Eh bien, côté qu'est-ce qu'on d'un fait? Alors, je vais vous terroriste? dire, je me mets sous la protection de quelqu'un. Sous quelle protection? Quelqu'un, voilà, un Corse qui m'a protégé, qui m'a dit, bon, toi, qu'est-ce que tu sais faire? Ben voilà, je suis pas mauvais en maths, je parle arabe, j'ai quelques notions en informatique. Alors, il m'a dit, ben voilà, tu vas aider ceux qui passent le bac ou le DAEU, enfin, ils font des diplômes en prison. Aujourd'hui, dans les prisons françaises, si vous voulez être protégé, soit vous vous mettez sous la protection de quelqu'un, soit vous vous convertissez à l'islam. Et donc là, vous êtes mis sous la protection De quelqu'un, d'un Corse. voilà, d'un Corse, voilà, qui m'a dit, bon ben voilà, tu fais ça, tu fais le canard, tu marches dans la promenade derrière moi. Alors on est comme du bétail, parce qu'on veut se dégourdir les jambes, vous vous rendez pas compte. Le matin, tout le monde court, et l'après-midi, on marche, on fait des tours comme ça. Voilà. C'est ce que j'ai fait pendant 108 jours. Et justement, quand vous sortez de prison au bout de ces 108 jours de détention, avec cette personne corse qui vous a protégé, Eh ben, il y a quelque chose qu'on fait qui est une grosse bêtise, mais c'est un peu le syndrome de Stockholm, si vous voulez, c'est que en sortant, avant de sortir, ils prennent soin de prendre votre téléphone portable, votre adresse, etc. Et puis donc quand je sors, ils m'envoient quelqu'un un jour qui me demande de l'aider financièrement, et voilà. Et en fait, j'ai pas les moyens de l'aider financièrement. un donné pour un rendu. Un donné pour un rendu, voilà. Je me suis occupé de toi en prison, donc tu fais ci, ça pour moi. Nous sommes à l'automne 2002. Laoud ne connaît pas encore le général Rondeau. Il ne travaille pas encore pour la DGSE. Pris de panique, Laoud se rend immédiatement au 36 quai des Orfèvres à la section antiterroriste. Il rencontre un commandant de police qui le met en contact avec le spécialiste de la question corse, un commandant des renseignements généraux. François Casanova, l'homme dans l'ombre de l'affaire Clearstream. L'homme dont il n'existe aucune photo, aucune image, et qui rend toute l'histoire encore plus mystérieuse. C'était un policier comme on n'en fait plus, c'est-à-dire des policiers qui prennent des risques. Imad Laoud, homme d'affaires accusé au sein de l'affaire Clearstream. Toujours à la tangente. À la tangente, ça veut dire. À la tangente, c'est-à-dire sur que le fil. Sur le fil, c'est-à-dire un peu entre les deux milieux, si vous voulez, pour être bon. Et c'est lui qui a fait arrêter Ivan Colonna. Il a d'ailleurs été décoré par Nicolas Sarkozy pour ça. Je n'étais pas à la remise de Légion d'honneur. François Casanova fait cesser net le chantage qu'exercent les Corses sur Laoud. Il en a les moyens et pour cause. Il commence sa carrière à Ajaccio, puis monte à Paris. Repéré par celui qui deviendra le numéro 2 des renseignements généraux, Bernard Squarcini, François Casanova devient l'un des hommes clés du renseignement opérationnel. Ça faisait partie de cette génération de flics qui ne parlent pas, qui ne racontent rien. Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde. C'est vrai que l'école RG, c'est plus ça. Frayer avec les voyous, les côtoyer, parler avec eux, éventuellement les protéger, et après, pour en tirer, le moment venu, la bonne information. Je me souviens d'avoir parlé un jour avec Bernard Squarcini de Casanova, il m'avait dit ça a été mon meilleur chien de chasse.
Les liens entre le commandant Casanova et Bernard Squarcini, alors numéro 2 des RG, atteignent un sommet début juillet 2003, lorsque Casanova retrouve la trace d'Ivan Colonna et organise l'arrestation de l'assassin désigné du préfet Erignac. Cette capture est le premier triomphe de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et elle fait entrer Bernard Squarcini dans le premier cercle du futur président. Pendant toute cette période, le commandant Casanova ne lâchera jamais Imad Laoud. Et qu'est-ce que vous vous racontez ? Mais on se raconte plein de choses. Je lui raconte un petit peu ce que je fais pour Philippe Rondeau. Je lui parle de Clearstream, de ce qui se trame. Voilà. Je le vois quasiment toutes les semaines. Mais c'était devenu plus un copain que... Je ne sais pas si vous avez des ennuis au travail, dans votre boulot. Vous n'allez pas en parler à votre patron, vous allez en parler à une amie très proche. Non ? Si j'ai des problèmes au boulot, j'en parle avec les gens avec qui j'ai des problèmes, c'est encore ce qu'il y a de plus Non, simple. mais si c'est des problèmes difficiles... Bon, ben voilà, moi c'est comme ça que je fonctionnais. Et donc j'en parlais à François à l'époque. Mais vous lui racontez tout en fait. Mais je lui raconte tout. Je lui raconte tout et il me dit « ça va mal finir pour toi, fais attention, etc. etc. » Laoud évoque Casanova comme le confident, l'ami intime. Mais Casanova est avant tout un homme des renseignements généraux, qui sont alors dirigés par Yves Bertrand. Je m'intéresse à François Casanova parce que il semble avoir été très proche d'Imad Laoud. Non, c'était le traitant d'Imad Laoud. Il ne faut pas quand même dire qu'il était proche. Yves Bertrand, directeur des renseignements généraux de 1992 à 2004. Casanova n'avait aucune illusion sur Laoud, comme sur beaucoup d'autres. C'était un homme lucide. Il travaillait, très proche. Non, quand vous dites ça, c'était un traitant. Ça signifie quoi concrètement ? Officier traitant dans les services de renseignement, c'est celui qui traite un correspondant ou un informateur, ou un indic. En PJ, on dit un indic. Enfin, nous, on ne disait pas indic, on disait correspondant. C'est plus noble. Est-ce que vous en avez parlé avec François Casanova ? De Laoud ? Non. Mais moi, Casanova, je le voyais, quand je le voyais, c'était la section recherche. C'était Squarcini qui dirigeait. Squarcini, il avait son domaine de la lutte antiterroriste et je le laissais libre dans son domaine. Yves Bertrand est considéré comme l'homme des Chiraciens à la tête des RG. En guerre frontale avec son numéro 2, Bernard Squarcini, devenu l'homme des Sarkoziens. Or, Yves Bertrand aussi dispose d'un agent traitant au contact d'Imad Laoud. La commissaire Brigitte Henry, spécialiste des affaires politico-financières au RG, a elle aussi rencontré Imad Laoud au printemps 2003. Imad Laoud se retrouve en quelques mois traité par la DGSE, traité par le général Philippe Rondeau, qui est donc conseiller au renseignement et aux opérations spéciales auprès du ministre de la Défense. Il est en contact avec vous, donc il travaillait au RG. Il a également un autre contact aux renseignements généraux, mais qui est d'un clan opposé. Enfin, il voit tout le monde. Oui. Le but était effectivement de donner à Yves Bertrand mon impression sur Imad Laoud. Brigitte Henry, commissaire de police en renseignements généraux de 1995 à 2004. Je ne le fais pas effectivement pour tous les correspondants, mais je le fais pour des correspondants que j'estime sensibles. En quoi cette source-là vous semble-t-elle plus sensible qu'une autre ? Déjà du fait de son environnement, le fait que son beau-père effectivement ait travaillé avec Jacques Chirac. Et puis parce qu'il soit chez EADS, que son frère soit chez EADS, qu'il dise travailler pour la DGSE et qu'il ait travaillé, puisqu'il me parle aussi de la DST, et qu'il me demande à un moment donné, il me dit qu'est-ce que vous en pensez, j'aimerais bien travailler pour la DST. Donc j'ai affaire à quelqu'un qui visiblement a envie, a une attirance évidente pour le renseignement. Voilà, donc toutes ces raisons font que je me dis il faut peut-être faire un point d'étape pour déjà tenter d'y voir plus clair. Et puis c'est un point qui peut servir après tout à d'autres services que le nôtre. Mais c'est marrant quand même parce que Laoud parle de tout à tout le monde, enfin de presque tout, puisqu'il parle très peu de François Casanova. Effectivement, lui ne me dira jamais qu'il est en contact avec quelqu'un d'autre au sein des renseignements généraux. C'est le seul aspect finalement de ses contacts qu'il garde secret. Peut-être parce que François Casanova lui a demandé de garder ce secret, c'est possible. Certainement que je pense que François Casanova fait remonter des informations
concernant Imad Laoud ou ce que pouvait lui dire Imad Laoud. Et la multiplicité des relations d'Imad Laoud avec les différents services de renseignement peut inspirer bon nombre d'hypothèses. Pour renforcer le trouble, une fâcheuse épidémie se répand dans cette affaire. Les traces écrites disparaissent mystérieusement. Vous venez d'écouter l'affaire Clearstream. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Manipulation, une histoire française est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami de Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Yami de Production, réalisée par Jean-Robert Vialet et écrite avec Pierre Péan, Vanessa Ratignier et Christophe Nick. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.